Bonjour à tous, moi je suis cardiologue interventionnel et vous allez voir dans cette présentation, je vais vous montrer beaucoup d'images d'échographie. Je remercie le comité organisationnel pour cette invitation. Bravo à David pour cette présentation qui nous a donné des idées très claires tant sur le plan clinique que sur le plan échographique pour la sélection de nos patients. On découvre, on en apprend tous les jours sur cette maladie, sur cette valve oubliée, sur cette thérapie qui est le clip et l'avenir peut-être sur des valves transcathétères. Donc je vais passer rapidement sur les éléments de préparation de l'intervention. Ça passe par un screening, David l'a bien dit, et c'est la qualité de l'échographie transœsophagienne qui va nous donner des informations à la fois sur le plan anatomique et sur le plan de la faisabilité technique. Les critères d'éligibilité ont été évoqués avec des patients avec une anatomie favorable. Essentiellement, les éléments qui sont marquants, ce sont les gaps entre les feuillets que l'on peut optimiser avec des thérapies médicamenteuses, adapter nos traitements et la ventilation. Un élément tout particulier dont a parlé David, c'est les sondes de pacemaker. Il est important de les identifier, notamment de savoir dans quelle commissure elles se trouvent. On l'espère le plus souvent dans les commissures antéro-postérieures ou postéro-septales, et quand elles sont centrales et qu'elles ont une contrainte sur le feuillet septal, ça rend tout de suite les thérapies percutanées impossibles. Alors, on a parlé de l'optimisation de la coaptation des feuillets, à la fois sur le screening, parce qu'on peut faire une ETO, un patient qui n'est pas optimisé sur le plan médical, qui garde des gaps à 9 mm, qui après traitement diurétique de 48 heures en intraveineux, retrouve des gaps acceptables autour de 6-7 mm qui nous permettent d'anticiper une éventuelle intervention. Je fais une petite parenthèse sur les autres moyens et l'intérêt de discuter de traiter une fuite mitrale modérée, grade 2, et rien de recommandé. On a des IM avec des sorts à 25. Eh bien, on sait qu'on a eu plusieurs cas où, en traitant les fuites mitrales avec des sorts à 22, 25, on a une efficacité hémodynamique perprocédurale et notamment également sur les pressions pulmonaires. Donc les deux stratégies à anticiper, c'est soit la technique du clover, donc un clip antéroseptal et un second clip postéroseptal, ou une technique de zipping de la commissure antéroseptale. Je vais vous présenter un cas. Un patient de 72 ans qui a une fuite fonctionnelle massive, hospitalisé déjà pour insuffisance cardiaque, essoufflé, des doses de diurétique importantes, il est en FA comme dans plus de 80% des situations, ponté, une dysfonction rénale avec une créate à 150, un cathé droit qui monte une HTAP post-capillaire avec une PAPM à 27. Alors, comment passer d'une fuite massive à une fuite résiduelle grade 1 ? Ça passe par une équipe. On a essentiellement deux intervenants interventionnels, soit deux cardiologues, soit la présence d'un chirurgien associé, un échographiste dédié qui fait du structurel, et un dispositif dédié dont vous a parlé David qui s'appelle le TriClip, qui a évolué vers des dispositifs notamment sur le plan du clip plus large. Alors la procédure pas à pas, on va monter le guide. Ce qu'on appelle le guide, c'est un peu particulier. C'est pas un guide, en anglais c'est le guide. C'est ce gros désilet qui fait 24 French qu'on va monter par voie veineuse. Et on va, au sein de l'oreillette droite, sortir le clip sous contrôle d'échographie. Je passerai les détails techniques sur les néologismes qui ont été créés depuis l'avènement des dispositifs de clip. Et puis, on va petit à petit se rapprocher de la valve en s'éloignant du septum interatrial avec des mouvements qu'on voit sur le boîtier ici, qu'on réalise ici un mouvement plutôt antérieur sur le dispositif. On sait de la fluoroscopie. Ça nous donne un repère supplémentaire et on va s'approcher de la valve. On va travailler, et il est important d'identifier les deux commissures, la commissure antéro-postérieure, antéroseptale et postéroseptale, antéroseptale, elle est entre 60 et 90 degrés, et la postéroseptale entre 90 et 110 degrés. Il y a des outils qui permettent d'identifier précisément l'angle entre ces deux commissures pour être plus précis. Donc on voit ici à droite sur les images d'échographie, ce sont des coupes dipœsophagiennes où on a une coupe équivalent intercommissurale sur la mitrale, et en fonction du X-plan qui est positionné en supérieur ou en inférieur, on a la commissure antéroseptale ou postéroseptale. Donc le repérage de la ligne de coaptation est important, on l'a compris.
Et après, il va falloir qu'on rapproche notre dispositif en respectant des perpendicularités, tout d'abord sur le guide, et il est important de repérer l'angle de la commissure entre le feuillet antérieur et septal. C'est ce que l'on voit sur ici, cette coupe dipœsophagène. On voit que le plan de la commissure antéro-septale, il n'est pas dans le plan de l'anneau, il a une orientation qui est d'antérieur vers le centre, de haut vers le bas. Donc on cède également des coupes transgastriques pour optimiser la perpendicularité. Ici, c'est en rouge notre dispositif, et le plan de la commissure en jaune ici. Et enfin, donc en X-plan sur la coupe transgastrique, ça va nous permettre d'orienter les bras du clip. Pourquoi ? Parce que je remercie Pierre-Yves Leroux, qui est notre échographiste dans le centre, qui a eu cette idée de grasper comment on appelle ça, un petit champ opératoire pour imaginer des contraintes qui sont appliquées sur les feuillets valvulaires lorsque l'on ne respecte pas les perpendicularités. Donc on peut imaginer que on va avoir des difficultés à grasper si on n'est pas dans les bons plans. On peut déséquilibrer les forces de traction sur les feuillets. Lors du largage, ça peut générer possiblement des bascules, des détachements secondaires et des récidives de fuite, ça on ne le sait pas encore. Mais il est très important de respecter la perpendicularité et du guide et ici du clip. Donc David nous a montré des images de TO 3D, on est encore au-dessus des feuillets, c'est l'image en bas à gauche. C'est une approche, c'est pas parfait. On se positionne ensuite au niveau de la coupe transgastrique et on va chercher à être perpendiculaire aux commissures antéroseptales qui est ici, enfin, c'est pas facile à montrer ici, et puis postéroseptales secondairement. Je vais passer comme ça. Ce sont des images qui ont déjà été montrées. Systématiquement, pour toutes les interventions clip tricuspide, on fait de l'échographie intracardiaque dans notre centre. Ça a été pour nous une courbe d'apprentissage. Il y a un coût, mais on l'a accepté. On ponctionne en veineau fémoral gauche un long désilet 11 ou 12 French et on met une sonde d'écho intracardiaque, ici la sonde Saint-Jude Abbott, qui nous gagne du temps en disant par exemple d'éviter de faire des va-et-vient entre la coupe transgastrique et la coupe dipœsophagienne. On reste en transgastrique et le dipœsophagien est remplacé par l'écho intracardiaque. Je vous montre quelques images ici. Ce sont des belles images. On a généralement une excellente résolution sur le grasping du feuille antéroseptal. Ici, vous voyez en bas à gauche, derrière l'appareil photo, un clip qui est positionné au sein de la commissure antéroseptale. Et on va donc descendre les grippers et fermer le clip. C'est l'image qu'on voit en bas à droite. Chose que l'on peut également réaliser sur la commissure postéroseptale, mais plus difficile puisque nous sommes dans une position beaucoup plus inférieure. Il n'y a pas assez de place dans l'oreillette droite pour basculer la sonde d'écho intracardiaque. On peut optimiser le grasping. Il y a ce qu'on appelle des grippers indépendants. Est-ce que c'est à faire de façon systématique ? Peut-être pas. C'est souvent peut-être en lien avec un axe qui n'est pas tout à fait bon. C'est une intervention qu'on fait plutôt assez rarement pour l'optimisation des graspings sur les feuillets. On essaie de travailler plutôt sur les axes. Alors, on évalue après notre résultat. On peut rechercher du contraste spontané qu'on voit sur l'image de droite, des modifications des courbures du septum interatrial. On multiplie les incidences à la fois en transœsophagienne, mais David les a déjà montrées, donc je ne vais pas remontrer toutes ces images. Et l'écho transthoracique en période de procédure garde évidemment du sens. Un marqueur hémodynamique échographique, on a des patients qui prennent 50% de débit cardiaque sur table, à droite, en ITV sous-pulmonaire à 11, et en post-procédure immédiat, pour une fréquence cardiaque comparable, on en passe à 15 d'ITV sous-pulmonaire. Et parfois, on a des patients qui répondent avec une hyperdiurèse, parfois avec une HTAP qui réapparaît. Je vais vous montrer une vidéo pratique. J'espère qu'elle va démarrer. Non. Non.
Est-ce que vous pourriez démarrer la vidéo, s'il vous plaît? Ah. C'était un cas qu'on avait enregistré dans le centre. C'était il y a 2 ans. Donc c'est ce qu'on appelle le guide. Waouh. Ce gros dispositif 24 French qu'on va mettre sur un guide. Hein. C'est le guide sur un guide par voie veineuse fémorale. Et qu'on va mettre au sein de l'oreillette droite, l'abouchement veine cave sub et oreillette droite, et on va insérer un clip. Je crois que c'est un peu difficile. La vidéo a du mal à passer. C'est dommage. Un petit peu comment les choses se passent en pratique. On a un repérage échographique, Scopie, et on repère la localisation de la fuite. Elle est essentiellement quasi centrale, hein, une petite fuite antéroceptale, centrale et postéroceptale. Donc on a convenu dans un premier temps de traiter la fuite antéroceptale, positionner un clip plutôt assez central. Donc on a une première approche, pas facile. On s'aide de l'écho 3 tridimensionnel pour rechercher la perpendicularitité du clip par rapport à la commissure. Et puis on va franchir la valve tricuspide au sein de la zone concernée. On passe en incidence transgastrique, hein, on le voit sur le TO à droite. Et on est plutôt content de la perpendicularité du clip par rapport à la commissure. On s'aide de l'écho intracardiaque, ce que je vous disais tout à l'heure. On peut avoir un complément d'information. Donc on était content. On avait des feuillets qui étaient positionnés sur les bras, avec une longueur de feuillet là, suffisante, hein, au moins 9 mm pour le clip XT. Et on graspe le feuillet, on ferme notre clip et on n'était pas finalement très content, puisque lorsqu'on a contrôlé le résultat immédiat, on a vu que ça déstabilisait le feuillet, la partie supérieure du feuillet antéroceptal, donc au-dessus du clip que l'on venait de mettre, une fuite qui est apparue qui n'existait pas. Donc c'est pas grave, hein, on peut ouvrir le clip et on le change d'endroit, on le change de position. On l'a positionné un peu plus central, donc on a tiré le dispositif vers les pieds du patient. On a checké nos axes, checké la perpendicularité, de nouveau réalisé un grasping pour pouvoir éviter de déstabiliser la partie supérieure du feuillet. Donc on a eu un bon résultat, on était content. Donc au-dessus ça va mieux. En dessous, on sait qu'il y a toujours la fuite. Souvent, elle est réduite parce qu'en tirant sur le feuillet, ça tire le feuillet septal et donc ça rapproche aussi un peu bord à bord la partie postérieure du feuillet. Donc on a pris le choix de traiter le feuillet postéroceptal avec un deuxième clip. Donc on a positionné un second clip postéroceptal. Pareil, on s'aide de l'écho 3D au-dessus des feuillets, on s'aide de la coupe transgastrique. Et puis on s'approche du feuillet, on traverse la valve. On réalise notre grasping, rien de particulier sur cet aspect. Et une technique plover en trèfle. Et un résultat immédiat qui était très satisfaisant, où on est passé d'une unité au moins grade 4 à une unité résiduelle grade 1 à 2. Clairement des marqueurs de récupération de débit sur table, le débit cardiaque à droite. Notre écho le lendemain, avec une fuite résiduelle grade 1. À 3 mois, une fuite résiduelle qui semble stable, un début de remodelage du ventricule droit, on le voit sur le plan du volume, on voit qu'il devient triangulaire à la pointe. En conclusion, donc c'est une procédure qui est step by step, hein. Elle est cool parce qu'il n'y a pas d'instabilité hémodynamique, il faut prendre le temps, il faut être patient. C'est une patience différente de celle de procédure de désocclusion coronaire. C'est une procédure assez fatigante. L'intérêt de la fusion, nous on l'a pas. Je ne sais pas si vous l'avez, Henri Mondor, mais nous on ne l'a pas. Et puis, il faut indispensable, c'est respecter les axes pour maintenir une perpendicularité à la fois du dispositif et du clip. Donc voilà, je vous remercie.